l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Nous sommes heureux de nouveau d'être devant vous pour poursuivre cette causerie patriotique initiée par le MEMS, Mouvement pour l'éthique et les mutations séculaires. Donc aujourd'hui, nous sommes de nouveau ravis d'accueillir parmi nous deux aînés, puisque c'est la rubrique que nous vous proposons, la parole aux aînés. Et donc nous sommes ravis d'accueillir nos deux aînés. Il y a Benjamin Mouchila et il y a Olivier Bidunga, avec qui nous allons nous entretenir autour de tout le travail qu'ils ont mené pour structurer un mouvement qui a fait parler de lui en son temps et que nous découvrirons à travers leurs propos. Et donc, pour commencer, je vais demander à nos aînés de se présenter parce que je risque d'en dire trop ou peu. Donc, l'important, voilà, je préfère qu'eux-mêmes arrivent à faire une synthèse dans leur présentation. Là, nous allons commencer par Yaben. Yaben va se présenter. Donc, moi, c'est Benjamin Moutsila, donc délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora. Donc, je viens du mouvement associatif environnementaliste français et étant bien évidemment congolais, donc je me suis également aussi intéressé au problème du Congo, notamment à partir de 1997, quand il y a eu le fameux coup d'État du 5 juin 1997. Moi, je suis Olivier Bidunga, délégué aux relations publiques au sein de la FCD, militant des premières heures du 13, 14, 15 août. À cette époque-là, on était la jeunesse de la révolution, du mouvement national de la révolution au Congo. Donc le 13, 14, 15 août, où on était les jeunes, cette époque-là qui a accompagné, qui nous mobilisons pour, pour ce mouvement, le MNR. Alors, pour revenir un peu à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque nous avons été marqués par cet ouvrage, Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Alors, au lieu de parler d'abord de l'ouvrage, moi j'aimerais savoir comment en êtes-vous arrivé à mettre en place une structure aussi viable et durable comme la Fédération congolaise de la diaspora, la Fédération des Congolais de la diaspora, en sigle FCD. Comment en êtes-vous arrivé donc à mettre cette structure en place avec la mauvaise réputation qui caractérise notre communauté au sein de la diaspora, où on dit qu'il est difficile de rassembler les gens, de fédérer les synergies. Comment en êtes-vous arrivé à mettre en place cette structure de la FCD qui a produit justement cet ouvrage pour nous, que nous considérons au sein du MEMS un peu comme une Bible, parce que la Bible c'est en fait une compilation de documents dans l'ensemble des livres. Et ce livre justement regroupe pas mal d'informations qui ne sont pas tous du même ordre, mais qui tendent tous au même but. Donc, c'est pas un sacrilège, si même si nous prenons ce livre un peu comme une Bible. Bible, oui, parce que c'est l'ensemble de plusieurs livres, de plusieurs documents compilés au sein de cet ouvrage. Alors, je suis un peu long dans ma question. Comment êtes-vous arrivé à mettre en place la FCD? Alors, comment s'est mise en place la FCD? Il faut partir justement du fameux coup d'État du 5 juin 1997. Donc, on apprend à partir de ce coup d'État-là, on reçoit beaucoup d'informations qui viennent du Congo, notamment sur les massacres des populations civiles qu'il y a eu, puisqu'il y a eu une association une ONG plutôt comme Médecins sans frontières, qui décrit cette guerre comme étant une guerre contre les civils. Et comme, quand il arrive au pouvoir,
ils chassent tous ceux qui étaient en place à l'extérieur du Congo. Donc on se retrouve au Congo avec ceux qui étaient venus par la force au pouvoir et ceux qui étaient élus démocratiquement à l'extérieur, dans pratiquement tous les pays du monde et particulièrement en France. C'est à ce moment-là que nous, en France, appartenant à d'autres associations congolaises particulièrement, on s'est dit, et si on se regroupait tous pour essayer d'avoir une synergie et expliquer à la face du monde ce qui se passe au Congo et surtout aider les populations civiles du Congo. Donc c'est comme ça qu'avec l'aide d'un parti politique comme les Verts, on a pu avoir ça à l'Assemblée nationale pour mettre en place la Fédération des Congolais de la diaspora, et ce qui nous a permis de mener ce combat qui a été un combat qui a été très très épique, puisque au départ, on s'est retrouvé dans une procédure où Sassou Nguesso portait plainte, Sassou Nguesso Bongo et Déby portaient plainte contre Verschav, le patron de Survie. On s'est retrouvé donc témoin dans ce procès-là. Et par la suite, c'est à ce moment-là que Verschav nous dira, mais vous savez beaucoup de choses sur le Congo, il faut absolument essayer de donner tous ces éléments-là dans un ouvrage pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe réellement au Congo, puisque le fameux Sassou, c'est le seul président en Afrique francophone qui a des amis de l'extrême droite à l'extrême gauche, ce qui expliquait que pendant ces guerres-là, donc pendant tous ces massacres, à partir de 1997, peu d'informations circulaient en France, dans les médias ici, écrits, ou dans les médias télévisuels. Peu d'informations circulaient. Alors que la CIMAD avait fait beaucoup de travail au Congo, et le Secours catholique également avait fait beaucoup de travail au Congo aussi, notamment à aider les populations qui étaient totalement massacrées et surtout livrées à elles-mêmes. Alors, il y a Olivier peut-être souhaiterait ajouter encore quelques éléments là-dessus. S'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, c'est que, comme j'avais dit, j'étais à la jeunesse du mouvement national de la Révolution. Ce mouvement national de la Révolution, on avait quelques éléments. Et le fait que je suis venu rencontrer le petit frère Moutila ici présent et d'autres jeunes de notre quartier, nous nous sommes mis dans la réflexion du que faire, de qu'est-ce qu'on devait faire. On avait commencé compte tenu de ces massacres-là, on avait des parents qui étaient touchés. On a commencé donc à réunir pas mal de témoignages d'un point de vue d'idées. Mais aussi, on avait commencé à aider. Comment faire face aux populations qui étaient touchées au niveau du pays. Et de là, comme mon jeune frère a dit là, Moutila, que nous avions été aidés par les Verts, par Verschav, donc le Survie. Nous avions été aidés également par la CIMAD, et puis la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc, on a effectivement, on a mis en place ces idées pour débattre avec toute la classe politique congolaise, une grande partie politique congolaise qui s'est retrouvée ici à l'extérieur. Et à l'Assemblée nationale, comme c'est. Alors, donc, si je comprends bien, le détonateur qui a permis un peu de mettre en route la rédaction, ou plutôt tout le travail qui a été abattu autour de cet ouvrage, à partir des massacres des populations lors des événements de 1998, enfin après le coup d'État de 1997, qui a Ben. Tout à fait, c'est effectivement le détonateur a été effectivement ce massacre-là, parce que la question qu'on se posait, pourquoi massacrer des populations civiles pour arriver au pouvoir? Parce que des massacres, à l'époque, la CIMAD les avait chiffrés à peu près à 100 000 disparitions. Donc,
dans ces disparitions-là, il y avait les décédés, bien évidemment, et ceux qu'on ne retrouvait pas vivants dans la nature. Parce qu'on avait quand même mis les populations civiles en exode à l'intérieur du pays. Ce qui permettait donc aux médias extérieurs de ne pas savoir ce qui se passait. Tout se passait en vase clos. Et ce qui permettait aux médias internationaux de ne pas savoir ce qui se passait. Et surtout aussi parce que celui qui arrive au pouvoir avait toute la capacité financière de pouvoir mettre sous le boisseau les journalistes qui tentaient d'aller là-bas pour enquêter ou pour faire des reportages. Et il faut savoir qu'à ce moment-là aussi commence à apparaître sur la place de Paris, dont nous sommes en 98, des achats de villas, des achats d'appartements dans les quartiers les plus luxueux de Paris. Donc c'est comme ça que, en faisant donc, dans les débats d'idées qu'on avait, et en faisant des recherches sur les fameuses acquisitions immobilières qu'ils avaient sur la région de Paris et les massacres des populations civiles, on est arrivé effectivement à compiler un maximum de documents, un maximum de reportages qui venaient du pays, notamment de la Semaine africaine, de la Rumeur, d'autres journaux qu'il y avait au pays. On a donc réussi à accumuler tout ça, et ce qui nous a permis donc de mettre en place plus tard, toujours en se servant de la FCD, parce qu'il fallait une structure pour aller en justice quand on a des problèmes comme cela, nous a permis de mettre en place en 2001 la première plainte des disparus du Beach, et en 2007 la plainte des Biens-Mal-Acquis. En utilisant bien évidemment la structure, puisque c'est elle qui était à la tête de tout ça, mais aussi en cédant des associations françaises comme la FDIH, la LDH, Survie, la CIMAD, le Secours catholique, et plus tard avec Sherpa pour les biens mal acquis, mais aussi une autre association qui a par la suite disparu, qu'on appelait BPEM, qui eux avaient réussi d'un point de vue financier à pister toute l'évasion d'argent qu'il y avait du Congo à l'extérieur. C'est énorme, 100 000 disparus. C'est passé comme une lettre à la poste, on n'en a pas beaucoup entendu dans les médias internationaux notamment, et encore moins au sein de la communauté, que les gens se soient levés par exemple pour écrire, faire des publications autour de ces massacres. 100 000 disparitions, vous avez évoqué tout à l'heure ceux qui étaient morts bien évidemment, mais d'autres aussi dont on n'a plus jamais retrouvé les traces. Est-ce que dans ces 100 000 disparitions, on compterait également ceux qu'on appelle les disparus du beach? Au contraire, dedans aussi, pour la simple et bonne raison, c'est que les seuls ONG qui avaient réussi sur place à enquêter ou avoir des témoignages, c'était effectivement la CIMAD et le Secours catholique, donc qui est une organisation humanitaire catholique, qui appartient à l'Église catholique, qui aussi a fait un travail colossal là-dessus. À ce titre, le Secours catholique congolais a sorti un ouvrage, plutôt c'était un rapport qu'ils avaient sorti plus tôt, qui avait comme titre département sacrifié, le titre exact je ne l'ai plus en tête, mais on peut résumer en disant département sacrifié, en parlant du pool, puisque le pool avait été mis sous embargo par le pouvoir en place, et tout ce qui s'y passait, personne n'était au courant, sauf le pouvoir. Et on va s'apercevoir, et c'est comme ça qu'on va donc évoquer les fameux disparus du beach, puisque ceux qui étaient dans le pool, qui partaient dans le pool, qui venaient de Brazzaville, qui partent dans le pool, où ils étaient amenés à aller mourir de faim et de soif, parce qu'il n'y avait pas toutes les structures pour qu'on puisse qu'ils puissent alimenter, mais aussi pas de structure médicale pour qu'ils puissent se soigner, sont ces populations-là qui vont se retrouver traversant le fleuve Congo, puisque de l'autre côté du fleuve Congo, on a également des populations Congo, elles vont se retrouver là-bas, accueillies par les populations de là-bas, en grande partie, et c'est seulement après que le HCR va créer des sites pour accueillir ces populations, notamment à Luozi et puis à Mbazangungu, et deux autres centres qui existaient. Et c'est ces personnes, quand elles reviennent en 99 à Brazzaville, quand Sassou fait une déclaration à la radio, en disant à la télé, à la radio, disant que les populations peuvent revenir, il leur fera fait aucune exaction, je garantis leur sécurité. Et c'est ces personnes-là qui reviennent à partir de mai 99 qui vont être, je dirais, enlevées au port fluvial de Brazzaville, qu'on appelle le beach, et qui vont disparaître. Et en fait, quand on parle de 300, il n'y a pas eu 300 seulement disparitions. Les 300 disparitions, c'est les familles
qui, à Brazza, se sont mises en branle pour tenter une procédure. Et c'est ces familles-là. Parce que dans ces familles qui ont disparu, beaucoup n'ont pas de familles qui ont porté plainte à l'époque à Brazzaville ou sont mis dans la procédure. D'accord. Nous reviendrons sur cette question des disparus du beach, mais tout à l'heure, Yaben, en parlant, tu as évoqué l'histoire des biens mal acquis. Alors, ce serait un tout petit peu comme la récompense, comme ils le disent dans leur jargon, l'effort de guerre. Parce que si c'est tout de suite après l'aboutissement du coup d'État de 5 juin 1997, qu'en 1998, vous constatez sur la place de Paris que ces vainqueurs du coup d'État sont arrivés à s'acheter des biens ici et là. Alors, là aussi, je pense que la FCD a mené des actions en justice et je souhaiterais que Yar Olivier nous parle un tout petit peu de ce travail aussi que la FCD a mené dans le cadre des procédures de biens mal acquis. Voilà. Également, comme nous parlions beaucoup d'abord du livre, ce livre contient beaucoup de matière. Ce livre contient je l'avais dit l'autre jour quand nous nous sommes retrouvés, ce livre fait un état de lieu du pays, de ce qui s'est passé au Congo. Donc le MEPS n'a pas tort de dire que c'est une Bible pour nous, enfin. Bon, mais voilà, c'est ce livre-là, donc pour essayer de le compléter, si nous sommes arrivés jusqu'au bien mal acquis, le bien mal acquis a été également les actions, parmi les actions, les informations dont nous drainions, qui sont venues du pays, parce que ce bien mal acquis avait déjà été jugé à la conférence nationale au pays. Ce qui s'est fait au pays, les problèmes que nous avions vécus, qui ont fait qu'au niveau de ce pays-là, il y a eu pas mal de contradictions. Toutes ces contradictions qui ont amené, qui ont jailli et qui ont amené les difficultés de gérer ce pays. Ce qui est arrivé sur ce que nous avions vécu comme événement au niveau du Congo, il y a eu d'abord ce précédent conférence nationale où nous avions étalé tous les problèmes, où les gens des problèmes se sont posés. Ceux qui étaient pour la construction du pays et ceux qui sont venus pour profiter du bien de ce pays pour s'enrichir. Il y a eu déjà cette dénonciation au niveau du Congo, au niveau du pays, au Congo. Et ici, à Paris, nous avons eu la confirmation au niveau de ce que Benjamin a énuméré ici, que les gens se sont retrouvés avec une masse d'argent pour s'acheter des biens par ici, par là. Et comme on était en pointe sur ces questions, c'est bien mal acquis qui ont paru. Et avec les différentes conventions qu'il y avait ici, donc il y a eu cette convention de Mérida, nous avions porté plainte avec l'association Sherpa et celui. D'accord. Et donc la procédure est encore en cours ou bien est-ce qu'il y a eu... C'est des procédures ouvertes. Toutes les procédures sont en cours. Il n'y en a aucune qui a été éteinte puisque ces procédures-là bénéficient donc des conventions pour les biens mal acquis de Mérida, comme l'a évoqué Olivier, et également pour les disparus du Beach. Elles bénéficient également de la convention de Rome, qui fait que ces procédures-là sont ouvertes, elles sont en cours, puisqu'elles ne sont pas, on ne peut pas les éteindre
puisque ces crimes sont considérés comme imprescriptibles. Alors, puisque nous parlons des procédures judiciaires qui sont encore en cours, je voudrais revenir sur les disparus du beach. Parce que quand on parle des disparus du beach, il y a bien une genèse à toute cette histoire. Donc, Yaben l'a évoqué tout à l'heure, qu'en 98, notamment, je crois que c'était le 18 décembre, 18 décembre, où il y a eu une rafle des populations civiles. Moi, j'appelle ça une rafle parce que je vivais à l'époque à la Tanaf. J'ai vu comment les miliciens de Ntoumi sont entrés pieds nus dans les quartiers sud et ont demandé à tout le monde de partir donc, dans la zone sud. Et donc, à l'issue de ces rafles, les populations se sont retrouvées un tout petit peu sinistrées, coincées dans les savanes, errant dans les villages où ils n'avaient rien à manger, ce qui va donc les pousser à traverser de l'autre côté pour finalement devenir une proie du pouvoir de Brazzaville lorsque Sassou avait demandé que les gens pouvaient rentrer sans se sentir inquiétés. Mais avant que les personnes ne partent de l'autre côté, là où ils sont dans le pool, ils sont pris aussi en otage par Ntoumi et il se passe plein de choses. Je le dis en connaissance de cause puisque je m'appuie simplement sur cet ouvrage qui referme pas mal de témoignages des personnes qui ont subi ce calvaire dans les villages du pool. Est-ce que vous qui avez rencontré des témoins qui vous ont donné ces témoignages, vous pouvez nous en dire un mot sur justement la présence de Ntoumi dans le pool et tout le travail qu'il continue encore à perpétrer jusqu'à aujourd'hui, mais enfin le travail destructeur de la région. Alors, je crois que la question est bien posée puisqu'on parle de travail destructeur de Ntoumi. Effectivement, quand il arrive dans le pool, c'est le travail qu'il fait, c'est détruire toutes les structures existantes dans le pool. Il commence par détoler les écoles, il détole les paroisses, toutes les paroisses, qu'elles soient catholiques, protestantes ou salutistes. Il va également détruire aussi les unités de production qui servaient d'école que les missionnaires, soit catholiques ou protestants, initiaient au bénéfice des populations. Il va également, lui, s'accaparer de tous ces biens-là, en faire ses propres biens. Et il a même beaucoup plus loin, c'est que certaines personnes qui étaient retraitées, qui viennent dans le pool, parce que dans la tradition Congo, quand on travaillait dans la ville, à la retraite, on repartait vivre tranquillement dans son village où on avait investi au maximum. Ce qu'il a fait, il a fait tuer certaines de ces personnes-là. Personnellement, j'ai eu un témoignage dans le village de ma mère, dans mon village, où quelqu'un qui s'y était retranché, bon, qui était parti, lui, elle, cette personne a été partie bien avant les guerres parce qu'elle était à la retraite, et cette personne-là s'est retrouvée dans le pool, et au moment où Ntoumi y arrive, cette personne est purement et simplement tuée, soi-disant sorcière, soi-disant empêchant le travail, soi-disant de libération de Ntoumi, alors que son travail consistait tout simplement à aider le pouvoir en place à détruire la région parce qu'il fallait la détruire en totalité. Alors, parlons de ce sulfureux personnage de Ntoumi qui défraie la chronique. Pour certains, c'est le révérend pasteur, pour d'autres, c'est plutôt un imposteur. Nous avons voulu nous informer, nous documenter pour essayer justement de cerner un peu ce personnage. Et nous nous sommes rendus compte en lisant ce livre que vous avez cité deux ouvrages auto-édités par Maître Mudileno Masengo. Donc, Généalogie d'un chaos, c'est une auto-édition du mouvement patriotique congolais de juin 2001. Et le deuxième ouvrage de Maître Mudileno Masengo, c'était Ntoumi, la Libye, le démenti, le défi. Et il y a eu aussi deux ouvrages écrits par Ndala Graye qui concernent Ntoumi, l'illuminé et le gourou. Alors finalement, vous qui avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont subi, qui ont vécu ce calvaire dans le pool, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage, Ntoumi? Qui est-il? Je crois que cette question est posée aussi justement lors d'une rencontre à Oyo, dont vous pourriez peut-être nous parler un peu, mais qui est Ntoumi finalement?
Alors, Ntumi au départ, c'est assez cocasse parce que pour ceux qui l'ont connu à Brazzaville, parce qu'effectivement il habitait à Brazzaville, et dans un article d'un journal qui s'appelle Le Pays à Brazzaville, ils avaient déjà fait une sorte de biographie de Ntumi. En fait, Ntumi, qui est-il? C'est tout simplement un enfant plus ou moins adultérin de Taïsaï, qui avait une secte à Potopoto. Et ce garçon-là, donc, soignait des fous à Brazzaville. Il se promenait avec les mêmes fous dans Bakongo, et il leur servait de faire l'aumône pour avoir à manger ou d'autres substances qu'il pouvait utiliser dans ce qu'il avait comme secte dans Brazzaville. Et voilà que subitement, en décembre 1998, Ntumi se retrouve dans le pool comme résistant, alors qu'il n'a jamais eu la pratique d'armes, il n'avait pas de base arrière pour assurer une forme de guérilla, tant pour sa logistique, donc être ravitaillé ou même se replier en cas de. Et ce même personnage, dans les soi-disant combats qu'il a eu dans le pool, il avait une journée le mercredi où il fallait se promener nu-pied, dans des pratiques plus ou moins bizarres. Et sans compter que dans le pool, il passe son temps à piller les gens. Les témoignages qu'on avait, c'est qu'il pillait beaucoup de personnes, ou alors il les faisait tuer. Voilà le fameux personnage de Ntumi, comment on peut le résumer en quelques mots. Et c'est face à ce monsieur-là que Sassou, chef de l'État, va négocier des soi-disant accords de paix. Pour, je crois, ajouter, la jeunesse congolaise ou au niveau du Congo, tout le monde sait qu'on a eu le passage que Che Guevara est passé au Congo. Et on connaît le travail que Che Guevara a fait sur les guérillas et les conseils qu'il a pu laisser aux Congolais. Parce qu'il était jusqu'à Kivu, où il est allé constater des combattants qui se battaient sur les principes du mysticisme. Donc, je pense que même Sassou sait que ce Ntumi-là ne peut pas, ne remplit pas les critères d'être un guerrieros. Je sais pas, il y a quand même des capacités militaires qui revient à un chef de guérilla. Il a vraiment des capacités qu'il requiert. Mais on n'en voit pas sur cette personne-là. Et puis une guérilla se bâtit sur des stratégies aussi. Il faut avoir une base arrière pour pouvoir se replier ou avoir des endroits d'approvisionnement. Comment se fait-il que dans le pool, à ce moment-là, les gens n'ont pas le droit de manger du sel? Parce que nous connaissons ces fameuses, je ne sais pas s'il faut appeler ça des anecdotes, mais ce sont des témoignages que les personnes ont bien rapporté du pool, que certains se faisaient couper les tendons, du pied bien évidemment, parce que on les aurait surpris en train de manger une nourriture salée. Et le fait de manger du sel, cela supposait qu'ils étaient en contact avec les gens de Brazzaville. Et Ntumi, à travers sa radio royale, diffusait l'information selon laquelle Brazzaville était détruite, qu'il n'y avait plus personne, que Sassou était mort, que le pont du Dieu avait été complètement détruit. Alors, on peut encore se demander aujourd'hui, au XXIe siècle, que les gens mettent en doute ces souffrances, ces témoignages que les gens ont vécus de ce soi-disant quelqu'un qui va libérer le pool. Et on peut rajouter une chose également à ces témoignages-là, qui a été effectivement beaucoup rapporté, c'est qu'il avait la soi-disant qu'il appelait la gifle de Saint-Michel. Toute personne qui était prise en flagrant délit d'avoir... On a vu des gens avec des dos écorchés. Des personnes ayant été surpris, ayant enfreint les règles, soi-disant de Ntumi dans ces règles mystiques, ces personnes étaient placées au sol, sous le ventre,
et avec une machette qui avait été blanchie au feu, était tapée sous le dos. Donc beaucoup de personnes sont restées avec des cicatrices dans le dos. Alors comment voulez-vous aller libérer soi-disant un peuple et martyriser ce peuple-là? Ça n'a pas de sens. Moi, oui, Yami Dunga voulait ajouter quelque chose aussi, je pense. Non, sur Tobi, moi je dirais pour ça que on prévoit ça, c'est des choses qui sont prévues d'avance. Prémédité, oui. C'est des choses qui sont préméditées, préparées d'avance pour vraiment noyer, pour brouiller, pour que soit les populations n'y pensent pas à se défendre comme ça. C'est prémédité, c'est préparé d'avance. On vous met dans une situation, c'est préparé et pour embrouiller l'opinion. Pour endiguer, pour brouiller, je dirais plutôt il y a peur dans les gens. Ouais. Pour que les gens pour que les vrais guerriers, pour que s'il y a une véritable colère du peuple, qui veut aller prendre les armes pour se défendre de ce que les Sassou organisent pour piller le pays, parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de créer ces gangs-là, ces gangsters-là, pour annihiler ça, pour affaiblir ça. Ils vous mettent des gens comme ça qui en faire il fait la colère populaire noie l'action, c'est-à-dire noyer cette action pour vous mettre sur le dos. C'est comme un peu dans les histoires de un peu au niveau des vieux qui nous ont fait grandir, nous. Alors, parlons de ce sulfureux personnage de Ntoumi qui défraie la chronique. Pour certains, c'est le révérend pasteur, pour d'autres, c'est plutôt un imposteur. Nous avons voulu nous informer, nous documenter pour essayer justement de cerner un peu ce personnage. Et nous nous sommes rendus compte en lisant ce livre que vous avez cité deux ouvrages auto-édités par Maître Mudileno Masengo. Donc, Généalogie d'un chaos, c'est une auto-édition du mouvement patriotique congolais de juin 2001. Et le deuxième ouvrage de Maître Mudileno Masengo, c'était Ntoumi, la Libye, le démenti, le défi. Et il y a eu aussi deux ouvrages écrits par Ndala Graye qui concernent Ntoumi, l'illuminé et le gourou. Alors, finalement, vous qui avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu ce calvaire dans le pool, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage, Ntoumi? Qui est-il? Je crois que cette question est posée aussi justement lors d'une rencontre à Oyo, dont vous pourriez peut-être nous parler un peu, mais qui est Ntoumi finalement? Alors, Ntoumi au départ, c'est assez cocasse parce que pour ceux qui l'ont connu à Brazzaville, parce qu'effectivement il habitait à Brazzaville, et dans un article d'un journal qui s'appelle Le Pays à Brazzaville, ils avaient déjà fait une sorte de biographie de Ntoumi. En fait, Ntoumi, qui est-il? C'est tout simplement un enfant plus ou moins adultérin de Taïsaï qui avait une secte à Poto-Poto. Et ce garçon-là, donc, soignait des fous à Brazzaville. Il se promenait avec les mêmes fous dans Bakongo et il leur servait de faire l'aumône pour avoir à manger ou d'autres substances qu'il pouvait utiliser dans ce qu'il avait comme secte dans Brazzaville. Et voilà que subitement, en décembre 1998, Ntoumi se retrouve dans le pool comme résistant.
alors qu'il n'a jamais eu la pratique d'armes. Il n'avait pas de base arrière pour assurer une forme de guérilla, tant pour sa logistique, donc être ravitaillé ou même se replier en cas de. Et ce même personnage, dans les soi-disant combats qu'il a eu dans le pool, il avait une journée le mercredi où il fallait se promener nu-pied, dans des pratiques plus ou moins bizarres. Et sans compter que dans le pool, il passe son temps à piller les gens. Les témoignages qu'on avait, c'est qu'il pillait beaucoup de personnes, ou alors il les faisait tuer. Voilà le fameux personnage de Ntumi, comment on peut le résumer en quelques mots. Et c'est face à ce monsieur-là que Sassou, chef de l'État, va négocier des soi-disant accords de paix. Pour, je crois, ajouter, la jeunesse congolaise ou au niveau du Congo, tout le monde sait qu'on a eu le passage que Che Guevara est passé au Congo. Et on connaît le travail que Che Guevara a fait sur les guérillas et les conseils qu'il a pu laisser aux Congolais. Parce qu'il était jusqu'à Kivu, où il est allé constater des combattants qui se battaient sur les principes du mysticisme. Donc, je pense que même Sassou sait que ce Ndumi-là ne peut pas, ne remplit pas les critères d'être un guerrieros. Je sais pas, il y a quand même des capacités militaires qui revient à un chef de guérilla. Il a vraiment des capacités qu'il requiert. Mais on n'en voit pas sur cette personne-là. Et puis une guérilla se bâtit sur des stratégies aussi. Il faut avoir une base arrière pour pouvoir se replier ou avoir des endroits d'approvisionnement. Comment se fait-il que dans le pool, à ce moment-là, les gens n'ont pas le droit de manger du sel? Parce que nous connaissons ces fameuses, je ne sais pas s'il faut appeler ça des anecdotes, mais ce sont des témoignages que les personnes ont bien rapporté du pool, que certains se faisaient couper les tendons, du pied bien évidemment, parce que on les aurait surpris en train de manger une nourriture salée. Et le fait de manger du sel, cela supposait qu'ils étaient en contact avec les gens de Brazzaville. Et Ntoumi, à travers sa radio royale, diffusait l'information selon laquelle Brazzaville était détruite, qu'il n'y avait plus personne, que Sassou était mort, que le pont du Dieu avait été complètement détruit. Alors, on peut encore se demander aujourd'hui, au XXIe siècle, que les gens mettent en doute ces souffrances, ces témoignages que les gens ont vécus de ce soi-disant quelqu'un qui va libérer le pool. Et on peut rajouter une chose également à ces témoignages-là, qui a été effectivement beaucoup rapporté, c'est qu'il avait la soi-disant qu'il appelait la gifle de Saint-Michel. Toute personne qui était prise en flagrant délit d'avoir... On a vu des gens avec des dos écorchés. Des personnes ayant été surpris, ayant enfreint les règles, soi-disant de Ntumi dans ces règles mystiques, ces personnes étaient placées au sol, sous le ventre, et avec une machette qui avait été blanchie au feu, étaient tapées sous le dos. Donc beaucoup de personnes sont restées avec des cicatrices dans le dos. Alors comment voulez-vous aller libérer soi-disant un peuple et martyriser ce peuple-là? Ça n'a pas de sens. Moi, oui, Yamid Lunga voulait ajouter quelque chose aussi, je pense. Non, sur Tobi, moi je dirais pour ça que on prévoit ça, c'est des choses qui sont prévues d'avance. Prémédité, oui. C'est des choses qui sont préméditées, préparées d'avance pour vraiment noyer, pour brouiller, pour que soit les populations n'y pensent pas à se défendre comme ça. C'est prémédité, c'est préparé d'avance.
on vous met dans une situation, c'est préparé et pour embrouiller l'opinion. pour endiguer, pour brouiller, je dirais plutôt, il y Il y a a... peur dans les gens. Ouais. Pour que les gens pour que les vrais guerriers, pour que s'il y a une véritable colère du peuple, qui veut aller prendre les armes pour se défendre de ce que les Sassou organisent, pour piller le pays, parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de créer ces gangs-là, ces gangsters-là, pour annihiler ça, pour affaiblir ça, ils vous mettent des gens comme ça qui en faire Il fait la colère populaire et pas soudainement. noie l'action, c'est-à-dire noyer cette action pour vous mettre sur le dos. C'est comme un peu dans les histoires de un peu au niveau des vieux qui nous ont fait grandir nous à l'époque dans le village, au village, quand le vieux veut manger plus. Donc il prend la soupe, il va mettre sur les lèvres des petits enfants pour dire ah non, pour trouver une raison que non, c'est les enfants qui ont mangé alors que c'est lui-même qui a... C'est moins frais, quoi. Et toujours en parlant de Ntumi, il y a une autre anecdote également qu'il faut rajouter, qui n'est pas une anecdote, qui est un fait avéré, parce que moi je l'ai constaté en 2001 quand je suis dans le pool, partant aider mon père à ramener le corps de mon petit frère qui était décédé au village, donc il voulait ramener absolument à Brazzaville. J'ai constaté une chose, en posant la question dans les différents villages qu'on a traversés, c'est que dans la tradition Congo, dans la religion Congo, dans chaque village, il y a ce qu'on appelle une Nzobanchita, c'est-à-dire que c'est une case qui sert pour des prières aux mânes, aux ancêtres de chaque famille, puisque chez nous, le village n'appartient pas à un individu ou à trois individus, mais appartient à un clan, à une famille. Et je parle de famille sens élargi, c'est-à-dire les Pissi Kaunga, les Pissi Viba, les Pissi Nsembo. Ça appartient à ce clan-là. Et lui, ce qu'il a fait dans le pool, c'est que toutes ces cases dans les villages où on gardait les mânes des ancêtres, il les a fait détruire. En détruisant cela, tu mets une population à nu. Tu empêches une population de pratiquer sa propre religion. Et oui, et moi je reste très marqué aussi par ce fameux procès verbal de la rencontre du chef de l'État avec la délégation des ressortissants du pool qui figure dans cet ouvrage. Cette rencontre a eu lieu à Oyo le 7 novembre 2002, rencontre au cours de laquelle donc, on va les appeler comme ça, les sages du pool ou les dignitaires du pool, vont se rendre donc à Oyo. Et au cours de cette rencontre, c'est Ndala Graille qui pose la question en demandant à tous ceux qui étaient là, mais qui est donc Ntumi? C'est à la page 264. Qui est donc Ntumi? Cette question que tout un chacun se pose ici, certains d'entre nous ici en connaissent la réponse précise pour avoir été à l'origine de ce qui s'est passé dans le pool parce qu'ils y avaient des responsabilités. Ntumi est bien une création du pouvoir à la fin, ils s'appellent ça, la guerre après le 15 octobre 1997. C'est au cours d'une réunion tenue chez le général Ziap avec quelques amis officiers angolais que la question avait été examinée. Comment neutraliser les nombreux hommes en armes, militaires, réguliers, Kokoy, Zulu, Mamba, Ninja, fidèles au régime déchu de Lissouba et Kolela, qui constitueront inévitablement une menace réelle pour le nouveau pouvoir à partir
de leur base du Poul et du Niboleng. Personne ici, Dina Lagraille, ne peut me démentir, sauf à vouloir rechercher une confrontation entre nous tous qui étions à cette réunion. Et tout de suite, il est interrompu par Sassou, qui lui dit « Patriarche, il s'agit là d'une affirmation grave sur laquelle il nous faudra revenir. » Et en fait, en lisant cet ouvrage, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que l'on posait la question de Ntoumi à Sassou, autour de Ntoumi, il a toujours fait une divagation, il passe de la question pour passer rapidement à quelque chose d'autre. Et c'est ce qui nous laisse supposer, nous, à partir de la synthèse que nous faisons des ouvrages que nous consultons, que ce Ntoumi n'est pas un personnage politique fiable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers aînés. Non seulement ce n'est pas un personnage politique fiable, mais c'est tout simplement un individu fabriqué par Sassou comme résistant, comme opposant, pour lui permettre d'aller piller dans le Poul, pour lui permettre de créer des situations de tension, parce que Sassou n'a jamais gouverné dans la paix. Il a gouverné dans un état d'urgence. Et le personnage de Ntoumi lui permet d'avoir un alibi pour gouverner dans l'état d'urgence. C'est pour ça qu'à chaque problème dans le pays, on trouve toujours Ntoumi quelque part. Quand il a voulu changer la constitution en 2015, il y a Ntoumi qui était là. Au moment des élections après 2015, donc 2016, Ntoumi également réapparaît aussi. Quand il fait les soi-disant accords de cessation des hostilités en 1999, Ntoumi également apparaît aussi. Et c'est soi-disant lui qui va fédérer tous les mouvements soi-disant de libération qu'il y avait dans tous les départements du Congo. Alors que le Ntoumi, intellectuellement, c'est un personnage qui est assez limité, militairement, il est assez limité, et c'est beaucoup plus comment on peut l'appeler, un individu qui vivait de rapines ou de mensonges plus ou moins religieux, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui est fiable. Oui, il y a le mot qui me manquait là, qui m'échappait, c'est que Sassou est un anticipateur spécialisé. Il anticipe toujours. Lui, c'est les états d'urgence, c'est